Bonjour, bienvenue pour ce premier monitoring stratégique qui sera évidemment consacré à la situation entre le Hamas et Israël. Au moment où nous enregistrons cette émission, évidemment la tension est à son comble et ne cesse de croître. Pour autant, nous allons essayer de recontextualiser ces événements tragiques sur un temps plus long et avec un éclairage géopolitique plus large. Déjà, au niveau chronologique, il est bon de revenir à un événement tragique, lui aussi, qui s'est produit le jeudi 5 octobre, juste peu avant l'attaque du Hamas. Cette fois-ci en Syrie. Alors en Syrie, le 5 octobre, l'école de cadets de Homs a été frappée par une attaque de drones armés d'explosifs qui a fait 112 morts et 21 civils, dont 21 civils, et entre 120 et 240 blessés. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les groupes djihadistes qui contrôlent une partie du territoire syrien ont régulièrement recours aux attaques de drones armés d'explosifs. Cette attaque contre une école militaire rappelle le massacre de l'école d'artillerie d'Alep en 1979, attaque qui avait eu lieu dans le cadre plus global du soulèvement des frères musulmans en Syrie entre 1976 et début des années 80, 82 ou 83. Depuis cette époque, le gouvernement syrien a toujours affirmé que les attaques perpétrées sur son territoire par les groupes islamistes étaient en fait soutenues par Israël et les États-Unis, selon la méthodologie éprouvée d'utiliser ce qu'on appelle maintenant des proxys, donc dans le but de déstabiliser l'État légitime. Donc il faut savoir aussi que des incursions militaires israéliennes en territoire syrien et particulièrement dans la région de Homs sont régulières, comme encore cette année en avril et en juillet. Alors ceci étant pour recontextualiser les affrontements actuels entre Hamas et Israël dans la perspective régionale plus large. Alors évidemment, tout le monde s'interroge sur l'échec, l'échec stratégique du renseignement israélien sur l'attaque du Hamas. Beaucoup de commentateurs ont parlé de peut-être l'échec le plus grave de l'histoire d'Israël en termes de renseignement et de sécurité intérieure. Alors évidemment, beaucoup s'interrogent, a-t-on laissé faire cette attaque ? Ce qui est intéressant, c'est de voir que rapidement des sources ont émergé de la part des médias israéliens eux-mêmes. Alors là, je cite les médias par exemple Inet, média israélien, qui explique Abbas Kamel, directeur des services de renseignement égyptiens, donc les Mukhabarat, aurait contacté le bureau du Premier ministre israélien 10 jours avant l'attaque surprise du Hamas et l'aurait mis en garde contre une, donc je cite, ouvrez les guillemets, opération terrible, quelque chose d'inhabituel de la part de Gaza. Alors, cette source des renseignements égyptiens a déclaré aussi aux médias israéliens que le directeur des renseignements égyptiens était surpris par l'indifférence manifestée par Israël. Et que la réponse qui aurait été faite au ministre égyptien du renseignement aurait été que Tsahal et les forces de sécurité israéliennes étaient, ouvrez les guillemets, immergés dans la gestion des villes de Judée et Samarie à partir desquelles le terrorisme est lancé contre Israël. Donc finalement le focus était fait ailleurs que depuis Gaza. Certaines sources iraniennes pour le coup parlent aussi d'indices du côté, en quelque sorte, du côté de Tsahal qui aurait aidé le Hamas. Donc voilà, donc toutes ces sources sont évidemment à prendre avec
avec précaution, et vu la surprise stratégique que constitue cette attaque et ses suites. Mais on ne peut pas éluder ces questionnements bien légitimes, qui ont été repris d'ailleurs par les officiels américains eux-mêmes, qui parlent de ces sources du renseignement égyptien, qui étaient vraisemblablement au courant et avaient tenté de prévenir les renseignements, enfin le bureau, oui, de Netanyahou lui-même. Alors, il est intéressant d'ailleurs de voir les premières réactions américaines, donc Blinken qui déclarait tout de suite après l'attaque que nous n'avons pas encore vu de preuve que l'Iran est derrière cette attaque. Donc là c'est intéressant. Bon, l'Iran joue un rôle prédominant en tant qu'allié et soutien logistique à la résistance palestinienne, qui constitue un des éléments du fameux axe de la résistance. On voit que c'est intéressant de voir les Américains tout de suite qui essayent de minorer une possible implication de l'Iran, quelque sorte pour éviter peut-être une escalade régionale, tout en envoyant immédiatement, ou en tout cas en annonçant le déploiement du porte-avions Ford, qui allait se rendre en Méditerranée orientale afin d'être prêt à aider, donc là je cite le média américain, afin d'être prêt à aider Israël après l'attaque du Hamas. Une réponse américaine qui a été commentée par le président de la Douma, Volodine, comme une volonté des Américains de possiblement déclencher une nouvelle guerre qui serait bénéfique pour eux. Vladimir Poutine lui-même aussi s'est interrogé sur la raison de déployer un porte-avions et l'armée dans ce cadre-là. Alors ici, il est intéressant de rappeler au passage justement à la fois sur l'approche russe, c'est-à-dire de considérer autant Israël que l'Iran au même niveau comme des partenaires régionaux et des puissances un peu incontournables avec lesquelles il faut traiter. Le stato-réalisme, dont je parle dans mon dernier livre, finalement l'approche réaliste des relations internationales qui dicte de considérer toutes les puissances et tous les États comme des partenaires possibles au-delà des idéologies ou des objectifs de chacun. Ce qui est intéressant, c'est de voir après, là, puisqu'on parle souvent de lui, par exemple Alexandre Douguine, qui lui commence par contre à dire réellement que finalement l'Iran a toujours été du côté de la Russie, alors que Israël a toujours été beaucoup plus ambivalent. Et que finalement, allant même jusqu'à rappeler que la plupart, enfin un grand nombre, on va dire, de libéraux ou d'opposants à la politique russe actuelle se sont enfuis en Israël. Pour beaucoup parce qu'ils ont la double nationalité, mais pour d'autres parce que c'est une destination qui leur convient pour un exil politique. Donc là-dessus aussi, on va peut-être voir un recul de cette politique d'équilibre qui avait cours jusqu'ici, qui essayait de maintenir la Russie avec le double partenariat réaliste entre Iran, en maintenant des liens avec l'Iran et Israël à la fois. Ce qui d'ailleurs n'est pas une bonne chose, en quelque sorte, puisque finalement c'est cette puissance extérieure un peu à la région qui permettait d'enrayer des risques d'escalade et d'embrasement trop grands.
Rappelons ici aussi une position d'un analyste russe qui est intéressant, qui s'appelle Andrew Korybko, qui est spécialiste des révolutions oranges, enfin des révolutions colorées, de tous les soulèvements organisés par l'Occident contre les puissances stratégiques rivales. J'ai parlé de ces travaux dans mes livres, surtout dans le premier et puis dans le dernier. Korybko rappelait par exemple lors des manifestations qui avaient lieu, manifestations d'ailleurs assez violentes qui avaient lieu contre le gouvernement Netanyahou récemment, pour lui ces manifestations étaient vraiment appuyées par on va dire l'aile gauche de l'État profond américain et par les démocrates, par la gauche sorosienne, pour qui finalement Israël et même le Likoud était un problème, dans la mesure où ils essayaient de maintenir un équilibre entre finalement l'Occident et le bloc sino-russe. D'ailleurs c'est intéressant à voir ça aussi, parce que finalement Israël est toujours considéré comme une puissance occidentale en quelque sorte, mais finalement même les eurasistes russes ont toujours eu là-dessus des positions ambivalentes. À des moments ils vont considérer Israël comme une extension du colonialisme occidental, et à d'autres moments comme quasiment même considérer même le judaïsme politique comme une forme possible d'un esprit et d'une géopolitique eurasiatique. Donc c'est un petit peu fluctuant justement au gré des événements géopolitiques. Et donc ce Korybko est intéressant parce que lui rappelle constamment cette idée. Il a fait aussi tout un article que je mettrai en lien sur les prises de position de Vladimir Poutine justement en faveur de l'État d'Israël, mais dans cette idée d'équilibre entre les puissances de la région. Donc c'est à garder à l'esprit, d'autant que, pour Korybko, il est clair que l'administration américaine sous Biden voulait qu'Israël arme l'Ukraine et prenne réellement fait et cause d'un côté et d'un bloc contre la Russie. Là où justement Netanyahou lui-même finalement essayait de maintenir une forme d'équilibre stratégique, ne pouvant se priver de ce partenariat avec la Russie et d'en arrière-fond avec la Chine. Et là ça nous amène à une autre question qui est très intéressante, c'est la question de Israël en tant que débouché des nouvelles routes de la soie et du projet du pont terrestre eurasiatique chinois. Donc là je cite un article intéressant de début de cette année, de février 2023 je crois, qui s'est intitulé le projet israélien d'adhésion à la BRI, donc un Belt and Road Initiative, qui est le nom officiel des routes de la soie. Donc le projet israélien d'adhésion à la BRI et ses effets sur la sécurité nationale des États-Unis. Donc article de février 2023. Donc je cite: après l'annonce officielle par la Chine de son initiative des nouvelles routes de la soie, la partie israélienne s'est efforcée dès le départ d'en être une partie essentielle et authentique. C'est ce qu'a explicitement annoncé le diplomate israélien Hagai Shagrir en qualité de directeur du département de l'Asie du Nord-Est au ministère israélien des Affaires étrangères. Ce dernier soulignait que,
Donc je cite, l'initiative chinoise Belt and Road apporte davantage d'opportunités commerciales aux entreprises israéliennes dans le domaine des projets d'infrastructure, et Israël se considère comme faisant partie de la route de la soie maritime du XXIe siècle, qui se ferait un chemin depuis la mer de Chine méridionale jusqu'à la Méditerranée. Donc là c'est intéressant, c'est une perspective là aussi, là c'est ce dont je parle dans mon dernier livre, Société ouverte contre Eurasie. Ce projet de Belt and Road Initiative, de nouvelle route de la soie, est au centre de tensions géoéconomiques fondamentales à notre époque, à la même manière qu'avait été par exemple l'initiative du Bagdad Ban qu'essayait de faire l'Allemagne il y a quasiment exactement un siècle avant l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant d'après cet article, c'est que précisément les côtes palestiniennes en fait, donc de la partie qui est finalement contrôlée par Israël au nord à Haïfa jusqu'à la partie contrôlée enfin qui ne sont pas contrôlées directement par Israël, donc de la bande de Gaza, constituent en fait des débouchés des routes de la soie en Méditerranée. Et donc finalement, il s'agirait en fait d'évacuer en quelque sorte la bande de Gaza, qui pose un problème géoéconomique finalement sous sa forme actuelle à Israël, au-delà même d'être un territoire qui n'est toujours pas contrôlé par Israël. Rappelons d'ailleurs que la nature même de l'État israélien est pour le moins ambigu finalement. C'est un État qui finalement n'est pas terminé. Sa capitale n'est pas reconnue par l'ensemble des pays de la communauté internationale. Ces frontières ne sont pas clairement définies, donc finalement on est dans une espèce d'État qui est plus proche, qui constitue presque une mini-forme d'impérialisme et d'État toujours dans sa phase, dont la phase en quelque sorte de morphogénèse territoriale, comme on dit en géopolitique, n'est pas achevée et est actuellement en cours. On est face à une forme de puissance, quelque sorte hybride, ou un petit peu de forme inédite dans le cadre des relations internationales contemporaines. Et si on considère, selon une approche réaliste des relations internationales, comme finalement les relations que développent les États entre eux, eh bien on a là un État qui n'est pas achevé. Et ce qui pose un problème de sécurité à la fois intérieure mais surtout extérieure, comme on le voit régulièrement et actuellement. Cet article était intéressant parce qu'il concluait en disant que finalement Washington considérait avec inquiétude l'impact de la coopération israélienne avec la Chine sur sa sécurité nationale, sur la sécurité nationale américaine. Et les craintes des États-Unis ont augmenté après la mention israélienne de la possibilité d'adhérer officiellement à l'initiative chinoise Belt and Road, après que Tel Aviv ait rejoint la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. C'est aussi quelque chose, par exemple, qu'on a vu avec le gouvernement italien, avec le gouvernement de Meloni, qui est complètement aligné sur la politique étrangère américaine, notamment sur l'Ukraine. C'est la volonté de revenir sur là aussi sur les accords qui avaient été faits par le précédent gouvernement, à l'époque justement de Conte Salvini, avec la Chine, pour développer là encore des points d'arrivée, des routes
des routes de la BRI, hein, du Belt and Road Initiative, en Italie, donc en Méditerranée, via l'Italie. Donc on voit là en fait une volonté des Américains de mettre la pression sur tous leurs partenaires pour faire cesser, ou en tout cas freiner, cette progression de la Belt and Road Initiative sur le territoire tenu par l'Occident en fait, hein, ou sur les alliés des Américains. L'article expliquait aussi le risque que constituait pour les États-Unis la construction par la Chine d'un nouveau port pour Israël dans la ville de Haïfa, avec l'idée que la présence permanente des Chinois dans ce port israélien serait une occasion de collecter des informations de renseignement et aussi donc de faciliter la surveillance par la Chine des mouvements de navires américains. Toujours pareil dans le cadre de la confrontation globale en fait, hein, à l'échelle eurasiatique entre Chine et États-Unis. Il faut aussi toujours garder en tête que l'idée américaine prédominante étant de couper l'Europe et son espace, son grand espace et son espace monde, et qui inclut donc Israël et puis finalement le Moyen-Orient, donc de couper l'Europe de son arrière-fond stratégique et énergétique, géoéconomique, eurasiatique, sino-russe. Donc cela peut passer aussi effectivement par affaiblir les relations entre Israël et la Chine, donc comme nous l'avons dit, entre l'Italie et la Chine par exemple, mais aussi évidemment entre l'Allemagne et la Chine, ou l'Allemagne et la Russie, comme par l'attaque du Nord Stream. Rappelons aussi, l'article rappelait aussi les dons de 130 millions de dollars qu'aurait fait le milliardaire chinois Li Ka-shing à l'institut de recherche israélien Technion. Donc on a là tout un ensemble de signaux que par exemple des gens comme Korybko, analyste russe, désignerait, montrerait que le rapprochement de Israël avec la Chine pose un problème structurel, géoéconomique structurel aux partenaires américains des Israéliens. Évidemment, la ligne, on pourrait dire, la limite de ce partenariat entre Chine et Israël se cristallise autour de la question du nucléaire iranien, qui revient régulièrement, par exemple en 2021, lorsque le président israélien Isaac Herzog avait téléphoné à Xi Jinping pour lui exprimer son inquiétude quant aux répercussions de la possession par l'Iran du programme nucléaire. Cette question est évidemment centrale et montre bien la prédominance en quelque sorte de la réelle politique sur les aspects juste idéologiques. Évidemment ici c'est un équilibre précaire qu'il est difficile de maintenir, mais il est intéressant de voir aussi une autre source que cite cet article, que je publierai, je pense, traduit sur Strategica, sur l'ancien chef du Mossad, donc Dani Yatom, je crois, qui mettait en garde, donc là je cite, contre toute erreur israélienne de frapper les travailleurs chinois en Syrie, ce qui conduirait à terme à une crise et à une tension dans les relations entre Pékin et Tel Aviv. Et là on voit là aussi la prédominance de la réelle politique chinoise comme russe, finalement avec d'un côté le partenariat avec l'Iran ou la Syrie et le soutien à la fois
comment dire, militaire et puis géoéconomique et aussi diplomatique au régime syrien, et en même temps le développement de partenariats avec Israël. Finalement, chaque partie estimant que les aspects économiques, géoéconomiques finiraient peut-être par primer sur les confrontations. En fait, derrière des acteurs plus régionaux comme par exemple le Hamas ou le Hezbollah, eh bien, il peut y avoir d'autres puissances comme l'Iran ou la Syrie qui elles-mêmes vont être secondées par la Russie et par la Chine, et Russie et Chine, grandes puissances qui elles-mêmes vont traiter avec Israël aussi, qui vont essayer de traiter avec Israël comme un partenaire, et Israël elle-même qui va essayer effectivement d'équilibrer ses relations entre le bloc occidental et l'axe sino-russe. Et c'est là finalement qu'il est intéressant d'appréhender la position réaliste chinoise et russe vis-à-vis d'Israël, qui consiste à la fois à avoir finalement Netanyahou comme un partenaire géoéconomique sur des questions comme les nouvelles routes de la soie, tout en freinant l'extrémisme, on pourrait dire, de la ligne dure du gouvernement Netanyahou à l'égard de l'Iran. Ou de la Syrie. Alors évidemment, ce qui se passe maintenant avec le Hamas bouleverse comme un chien dans un jeu de quilles tout cet équilibre précaire, et donc revient la question de savoir à qui finalement qui a pu allumer la mèche de cet engrenage guerrier. Dans le même ordre d'idées, un article aussi de l'Islam Times d'août de cette année évoquait aussi la volonté israélienne de rejoindre les nouvelles routes de la soie, et plus largement d'élaborer un système de voies ferrées de manière à contourner le canal de Suez. Alors le titre de l'article, c'était le chemin de fer Eilat-Ashdod, un projet israélien pour contourner le canal de Suez. Alors je cite cet article qui est intéressant. Donc Tel Aviv a dévoilé pour la première fois le projet de liaison ferroviaire entre Eilat et les ports de Haïfa et d'Ashdod en 2013, mais ce projet n'a finalement pas été approuvé à l'époque. À l'appui de son projet, M. Netanyahou avait à l'époque déclaré que l'achèvement de ce projet accélérerait le commerce international, puisqu'il ne faudrait que 2 heures pour transférer les marchandises d'Eilat à Ashdod, et vice-versa. La construction de cette liaison ferroviaire devait être confiée à des entreprises chinoises. Outre les intérêts économiques recherchés par Tel Aviv, ce projet ferroviaire avait comme objectif une normalisation économique avec les pays arabes. Donc là je cite à nouveau, la normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite est le rêve de Netanyahou, qui compte depuis des années les moments où il pourra lancer des nouvelles initiatives de ce type afin d'attirer ce pays influent et riche vers la normalisation. Donc l'article explique que Netanyahou a affirmé à plusieurs reprises que si les relations avec l'Arabie Saoudite étaient normalisées, les tensions israélo-arabes seraient définitivement apaisées, et que par voie de conséquence d'autres pays arabo-musulmans suivraient le même chemin. Évidemment, dans ce contexte, comme nous l'avons déjà dit, cela reste cette problématique pour l'Iran. En 2018, l'ancien ministre israélien des Transports, Israel Katz, avait évoqué lors d'une visite à Oman ce qu'il avait désigné comme le chemin de fer de la paix, qui relierait les monarchies arabes à la Jordanie, puis aux territoires occupés. Donc là je cite l'article. Il y a quelques mois, lors de ses entretiens avec le roi Abdallah II de Jordanie, Benjamin Netanyahou a évoqué le projet. Le seul grand obstacle à la conclusion du projet
au projet d'une voie ferrée de 300 km à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Et une fois cette partie construite, le rêve de Netanyahou deviendrait réalité. Alors évidemment, l'objectif affiché de pacifier les relations entre Israël et les puissances arabes via des relations donc économiques se heurte avec par exemple avec l'Égypte, avec la réalité de vouloir contourner le canal de Suez qui représente le poumon économique principal de l'Égypte. Voilà la complexité de la question, vu le nombre d'acteurs en quelque sorte qui s'entrecroisent autour de ce territoire stratégique qui est cette côte méditerranéenne israélo-gazaoui. Là, vient se surajouter à ces problématiques complexes la découverte dans les années 2000 d'importantes réserves de gaz au large de la côte de Gaza. Ce qui pose évidemment la question de la souveraineté sur ces champs gaziers potentiels. Donc à qui appartiennent-ils? Donc d'après certains analystes, 60% des réserves de gaz le long de la côte israélo-gazaoui appartiendraient finalement de fait à la partie palestinienne. Et finalement, l'occupation militaire de Gaza viserait aussi à transférer la souveraineté, à transférer définitivement la souveraineté de ces champs gaziers vers Israël. Alors enfin, pour conclure ce premier monitoring stratégique, on ne peut pas parler de ce qui se passe actuellement entre le Hamas et Israël sans évoquer la question du temple, de la reconstruction du temple de Jérusalem. C'est une question qui est étonnamment complètement évacuée de tous les médias. J'ai traité moi-même de cette question régulièrement sur Stratégica, donc selon l'approche qui est la mienne, qui est l'approche métapolitique, c'est-à-dire d'inclure aussi dans le bilan géopolitique les aspects idéologique et l'arrière-fond même religieux et métaphysique qui peut motiver les acteurs du choc des puissances. Comme le rappelait Raymond Aron, si finalement même une approche réaliste des relations internationales doit pouvoir inclure le fait que l'homme n'est pas un être entièrement rationnel. Donc il est aussi mu par des affects et des idéaux qui guident ses actions dans le champ des relations interétatiques. On ne peut pas évacuer cette dimension, que l'on soit croyant ou non, car elle est fondamentale, surtout en ce qui concerne des puissances comme Israël, qui se fondent essentiellement, surtout pour ce qui est du courant représenté par le Likoud et par Netanyahou, sur un complexe d'idées politico-religieuses. J'ai parlé longuement en conclusion de mon premier livre, Soros et la société ouverte, des travaux de personnes comme par exemple Michael Levy sur la sécularisation d'idéaux religieux, notamment dans le judaïsme,
qui sont devenus ensuite des mobiles d'action politique, même inconscients parfois, chez les acteurs politiques. Ce qui est intéressant, c'est que quand on aborde ces questions, si elles sont abordées par des chercheurs indépendants comme moi-même, eh bien, on va être évidemment taxé de complotisme ou de suspicion, mais on ne va pas évoquer les travaux de gens comme, par exemple, voilà, là c'est un livre très intéressant, le livre de Charles Anderlin, journaliste franco-israélien, hein, plutôt de la tendance du sionisme laïque de gauche, qui a écrit donc ce livre Au nom du Temple, Israël et l'irrésistible ascension du messianisme juif, 1967-2013. Donc dans ce livre, il parle de la mainmise progressive sur la société israélienne du sionisme religieux et de cette tendance du sionisme religieux qui a phagocyté et remplacé progressivement le sionisme laïque et socialiste qui était celui qui suivait, qui était en quelque sorte celui des fondateurs du sionisme. Alors évidemment, cette question est complexe parce que dès le départ, il y avait différentes tendances, et ce qui est intéressant, c'est de voir que Netanyahou lui-même est issu, a comme filiation historique et même familiale, hein, puisque son père était le secrétaire de Jabotinsky, le fondateur du Bétar, et c'est de cette tendance qu'allait aussi sortir donc Ligourne, qui était après ce groupe qui allait faire des attentats justement pour pousser à la création de l'État d'Israël et pousser l'administration britannique à lâcher le mandat sur la Palestine et à donner son autonomie aux sionistes qui voulaient fonder l'État israélien. C'est aussi le courant de Jabotinsky qui n'hésitait pas à se rapprocher même des fascistes dans les années 20 et qui va aussi soutenir Petliura, l'un des chefs du nationalisme ukrainien, lorsque celui-ci allait être quelque sorte pointé du doigt par une campagne internationale sur les pogroms qui avaient eu lieu en Ukraine à cette époque-là, au début des années 20. Et Jabotinsky prendra la défense de Petliura. Donc tout ça, ce sont des éléments intéressants à prendre en compte quand on voit la filiation qui va depuis le Jabotinsky et le père de Netanyahou qui a été son secrétaire jusque donc à Netanyahou. Et Netanyahou, on voit un petit peu le fond, un petit peu cette idée assez machiavélienne en fait, hein, et cynique et très politique, hein, de pouvoir s'allier même de manière circonstancielle avec des ennemis presque ontologiques. Hein. Il y a eu cette déclaration en 2015 de Netanyahou qui avait dit que si Hitler on était arrivé à exterminer les Juifs, c'était sous la pression du Moufti de Jérusalem. Donc finalement, pour en quelque sorte, amener la culpabilité de la Shoah par un tour de passe-passe assez acrobatique sur les musulmans, et finalement réactualiser un petit peu une nouvelle orientation, un nouveau front stratégique. C'est finalement dans la tradition en fait, hein, du courant du Bétar et de Jabotinsky de s'allier, de vouloir s'allier avec les extrêmes droites occidentales contre l'islam. On le voit bien dans la séquence actuelle où la plupart des
forces dites, enfin en tout cas des animateurs, hein, des courants dits conservateurs, sont totalement sans recul sur une position pro-israélienne, lors même que il s'agirait pour la France de prendre du recul et de rester justement un petit peu à la manière de la Russie sur une approche réaliste des relations internationales et lorsque l'on n'est pas partie prenante de la situation, de garder le recul stratégique nécessaire qui peut permettre finalement d'influer positivement sur la résolution de ce conflit. Cela d'autant plus pour la France, qui est le pays européen qui compte à la fois le plus de musulmans et le plus de juifs d'Europe. Nous avons donc tout intérêt à ne pas sombrer dans un tribalisme manipulé depuis l'étranger. Que ce soit par les réseaux fréristes, hein, en quelque sorte des frères musulmans, ou bien par les extensions de l'appareil d'influence israélien en Occident. Pour revenir à cette question du projet de reconstruction du temple de Jérusalem, donc comme je rappelais dans le livre de Charles Anderlin, Au nom du temple, qui explique très bien que ce projet de reconstruction du temple constitue en fait l'horizon d'attente ultime du sionisme religieux. Le problème majeur étant que le lieu de reconstruction du temple de Jérusalem se trouve sur la mosquée Al-Aqsa, et ce qui est une source régulière de tensions et d'affrontements interreligieux et intercommunautaires entre musulmans et militants sionistes religieux radicaux qui envahissent régulièrement l'esplanade de la mosquée, et voire la mosquée elle-même maintenant, pour pousser à la reconstruction du temple, quand ils n'organisent pas directement même des formes de reconstitution de ce qui pourrait être les sacrifices qui seront établis sur le lieu même. C'est quelque chose que je documente là dans un long article que j'avais réalisé pour Strategica, où on est stupéfait de voir quelque chose qui n'est jamais évoqué lorsque l'on parle du sionisme, du sionisme religieux, et de les moyens qui sont mis par des institutions, comme par exemple l'Institut du Temple, qui cherche à reconstruire à l'identique, d'après les textes de la Torah, le temple tel qu'il était construit à l'époque, et les rituels qui s'y déroulaient, notamment le sacrifice sanglant d'animaux en l'honneur de Yahvé. Rappelons que le Hamas s'est vraiment constitué sur cette idée de défense de la mosquée Al-Aqsa. Et c'est notamment en 1990, je crois, lorsque des musulmans avaient empêché des militants sionistes religieux de poser ce qu'ils voulaient être la première pierre du troisième temple, sur le lieu même donc du mont du Temple, là où se trouve la mosquée Al-Aqsa. Donc c'est une problématique qui est vraiment fondamentale. L'attaque du Hamas s'appelle le déluge, l'attaque actuelle, qui a eu lieu, là, a été appelé le déluge d'Al-Aqsa. Donc on ne peut pas, sur le symbole même du mouvement Hamas, figure la mosquée Al-Aqsa. Donc on ne peut pas
évacuer cette dimension théopolitique du conflit actuel. Et c'est assez hallucinant de voir que depuis des décennies, on ne nous parle jamais de cette dimension-là qui est essentielle au sionisme religieux, mais même au judaïsme politique lui-même. C'est une question qui est d'ailleurs débattue au sein même du judaïsme politique. Je me souviens avoir posé la question une fois à un rabbin sur cette question du temple, et il m'avait répondu non, mais le temple ne sera pas reconstruit de force, il sera reconstruit parce que les nations elles-mêmes redemanderont aux juifs de reconstruire le temple. Donc finalement comme un symbole en quelque sorte d'unité entre les peuples. Rappelons que pour les juifs, pour les sionistes religieux et pour les juifs religieux, hein, puisqu'il y a des juifs laïcs ou non croyants, mais pour les juifs religieux, la reconstruction du temple est un élément essentiel. Et en fait, on ne comprend pas le retour des Juifs en Terre Sainte, enfin ce que nous, chrétiens, appelons la Terre Sainte, sans cette dimension-là et sans la centralité qu'occupe l'idée de reconstruction du temple en Israël. En Israël qui serait juste un État laïque pour que les Juifs aient finalement un État-nation moderne et démocratique, et pour être protégé finalement comme tous les autres peuples du monde avec un État. Cela, c'était l'idée du sionisme de gauche des origines en quelque sorte. Mais le sionisme religieux, et le courant notamment auquel appartient Netanyahou, est beaucoup plus radical là-dessus et a vraiment en tête cette reconstruction du temple. Alors en conclusion un petit peu, là je vais citer des passages de cet article que j'avais écrit d'abord en 2020, puis réactualisé en 2022, et puis encore cette année en 2023. Parce que c'est récurrent. Régulièrement, les sionistes religieux organisent ce qu'ils appellent des ascensions du jour de l'indépendance. Ce sont des événements qui se déroulent sur l'esplanade des mosquées. Donc le lieu supposé du site où se trouvait l'antique temple de Jérusalem. Donc là, je cite l'article. La mosquée Al-Aqsa se trouve précisément là où les sionistes religieux veulent reconstruire le temple. Et ils ne cachent pas leur volonté de détruire la mosquée. L'Institut du Temple a été créé en 1987 par le rabbin Yisrael Ariel en vue de ce projet de construction du troisième temple. Tous les objets liturgiques du futur temple sont prêts. En novembre 2016, le rabbin Hillel Weiss, porte-parole du Sanhédrin, interpellait Vladimir Poutine et Donald Trump en déclarant « Nous sommes prêts à reconstruire le temple. Les conditions politiques actuelles dans lesquelles les deux dirigeants nationaux les plus importants dans le monde soutiennent le droit juif à Jérusalem comme leur héritage spirituel sont historiquement sans précédent. » Et ça, c'est récurrent. Par exemple, juin 2019... Environ 1200 militants sionistes religieux s'introduisaient sur l'esplanade des mosquées durant la fin du Ramadan, une période où il est théoriquement interdit de visiter l'esplanade. Une intrusion qui a eu lieu avec l'aval de la police israélienne à l'occasion des festivités du Jour de Jérusalem, une journée qui commémore la prise de la vieille ville de Jérusalem, qui était alors sous contrôle jordanien lors de la guerre des 6 jours en 1967. Alors c'est toujours la même chose, c'est que et finalement on a l'impression d'une espèce de dialectique comme ça, parce qu'à l'époque, durant la guerre des 6 jours, les sionistes religieux voulaient déjà aller jusqu'au bout de leur idée et conquérir toute la ville historique de Jérusalem. Et c'était Moshe Dayan qui à l'époque avait dit bon, pourquoi s'emparer de force de l'esplanade des mosquées? Il avait dit, donc je cite, pourquoi aurions-nous besoin d'un tel Vatican?
Et il s'était emparé finalement de ce lieu avec les parachutistes israéliens, mais il avait déclaré ensuite à la radio: nous ne sommes pas venus conquérir les lieux saints des autres, ni restreindre leurs droits religieux, mais pour assurer l'intégrité de la ville et y vivre avec d'autres dans la fraternité. Et on a l'impression à chaque fois qu'il y a cette espèce de double poussée. D'un côté, il y a une poussée vers nationalisme, on pourrait dire plus matérialiste ou plus laïque en quelque sorte, et puis derrière le sionisme religieux qui aiguillonne et qui essaye d'amener progressivement son projet, quitte à pousser à la catastrophe en fait. Donc là, je renvoie ici donc à cet article que je mettrai en ligne parmi les autres sources que j'ai utilisées pour cette chronique stratégique, pour ce monitoring stratégique, comme je l'appelle, puisque j'essaye dans cet exercice, en m'appuyant sur les sources, sur les sources historiques et géopolitiques, d'éclairer un point d'actualité saillant et brûlant qui me semble incontournable. Donc j'essaierai à l'avenir de recommencer cet exercice. Donc en conclusion de ce premier monitoring stratégique consacré à l'actuelle confrontation entre Hamas et Israël, on peut dire que finalement on a vu que Netanyahou et son gouvernement étaient structurellement affaiblis. Donc on peut penser que finalement les sionistes religieux ont besoin d'une telle escalade pour mobiliser la société et faire taire la révolte endémique qui était là aussi possiblement même appuyée de l'extérieur. Ça c'est la thèse, donc, comme on a vu, de certains analystes comme Andrew Korybko, qui donc analyste américano-russe, spécialiste des révolutions de couleur, qui lui pense que les Américains veulent affaiblir Netanyahou en appuyant son opposition et en fomentant une révolution colorée en quelque sorte pour faire cesser cette espèce d'ambivalence que maintiendrait Netanyahou entre... en fait, c'est ce qu'on appelle maintenant, ce que l'Inde a théorisé comme le multi-alignement, c'est-à-dire l'idée que finalement, en fait c'est la réelle politique, c'est-à-dire qu'un État doit faire ses alliances en fonction de ses intérêts. Alors effectivement, eh bien, les Américains dans ce cadre-là essaieraient de freiner un trop grand rapprochement d'Israël avec l'axe sino-russe. C'est la thèse de Korybko, qui est possible. En deuxième, on a vu effectivement le besoin en quelque sorte de liquider la bande de Gaza pour rendre cohérent en quelque sorte la nature de l'État israélien, qui est pour l'instant encore un État en peau de léopard en quelque sorte, qui donc n'a pas terminé sa morphogénèse territoriale, et donc en finir avec le Hamas, et puis faire émerger finalement une autorité palestinienne molle qui se normaliserait progressivement par un développement économique généralisé. Alors là évidemment le problème étant que si le gouvernement Netanyahou envisageait cette normalisation économique avec l'appui de la Chine, cela va poser un problème aux États-Unis et aussi à l'Iran, en fait, parce que finalement cette normalisation avec les pays arabes va poser un problème. Donc on voit là une multitude de facteurs et d'acteurs qui convergent dans cette crise, qui malheureusement se polarise toujours tragiquement sur
ce peuple gazaoui. Et donc on ne peut pas, voilà, en conclusion, donc en dernier point, évacuer cette dimension qui est constamment évacuée de l'arrière-fond métapolitique et théopolitique constitué par le projet de reconstruction du temple, qui reste l'horizon d'attente du sionisme religieux, et la confrontation de ce messianisme israélien sioniste religieux avec le millénarisme chiite duodécimain. On ne peut pas évacuer aussi cette dimension. Lorsque le général Qassem Soleimani avait été tué par le raid américain donc en 2019, si je ne m'abuse, l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique, avait déclaré en s'adressant à la nation iranienne « Je présente mes condoléances à l'imam caché ». Donc les observateurs occidentaux, de par finalement leur présupposé idéologique même, évacuent constamment ces motivations, enfin ce choc en fait des millénarismes en quelque sorte, hein, entre le millénarisme israélo-sioniste religieux et puis cette vision du chiisme duodécimain qui guide, hein, qui est l'idéologie nationale de la République islamique d'Iran. On ne peut pas évacuer complètement cette dimension qui, si elle n'est pas la totalité des enjeux, à laquelle on ne peut pas réduire l'ensemble de la confrontation actuelle, constitue néanmoins, en quelque sorte, la clé de voûte de la question spirituelle, pour moi, représente la clé de voûte de la géopolitique contemporaine, et une approche réaliste des relations internationales conduit naturellement à inclure dans le bilan géopolitique la question des motivations spirituelles et théopolitiques des acteurs du choc contemporain des puissances. Merci de m'avoir écouté pour ce premier monitoring stratégique, et à bientôt pour la suite.